Sous les pavés, un musée. La conservation-restauration à l'honneur dans cette 5e émission d'Achoir Contour. On est à Lanneville et plus particulièrement au musée d'art et d'histoire. Il va y avoir l'entretien avec le responsable de filière, Régis Bertholon, et puis Laura Flukiger qui a restauré un masque funéraire péruvien. On va parler avec la conservatrice de ce musée. Il y aura le témoignage d'un étudiant actuellement en cours à la HEARC-CR et puis aussi, bien sûr, 20 ans de boîte et enfin un reportage consacré à la poster station de la gestion informatique de gestion. Pour l'instant, on va au musée. En compagnie de Laura Flukiger, qui est une ancienne étudiante, qui est aujourd'hui professionnelle du côté de Fribourg, et de Régis Bertholon, responsable de la filière conservation-restauration. Vous connaissez le principe de l'entretien. On commence toujours par des petites questions. Plutôt conservation ou restauration? Plutôt conservation. Et vous? Restauration. Plutôt fiole ou flacon? Fiole. Fiole aussi. Pinceau ou spatule? Pinceau. Spatule. Le quai ou le lot? Le cœur. Le caire aussi. Vous êtes plutôt loupe ou microscope? Microscope. Allô, j'aime bien. Sucré ou salé? Sucré. Les deux? Les deux. Et plutôt gel ou masque? Masque. Masque aussi. Le masque, on va en parler. C'était l'idée de cette dernière question avec vous, Laura Flukiger, donc étudiante bachelor, puis étudiante master, aujourd'hui professionnelle du côté de Fribourg, on l'a dit. C'est vous qui avez travaillé sur ce masque funéraire péruvien qu'on voit dans la vitrine derrière vous. Alors aujourd'hui, il est magnifique, il est splendide, mais lorsqu'il est arrivé à la haute école, il n'était pas forcément dans cet état. Vous nous en dites un peu plus? Volontiers. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce masque en 2e semestre de ma première année de master. Et puis, c'est une collaboration donc, avec le musée d'art et d'histoire de Lanneville. Et lorsque l'objet a été confié à l'école, sa face était recouverte de produits de corrosion. Premièrement de l'argent, mais aussi du cuivre. Et donc, l'apparence qu'il a maintenant n'était pas celle d'auparavant, où on avait vraiment une surface noircie par l'argent, puis recouverte de taches vertes et brunâtres des produits de corrosion et des sédiments dans lesquels il a été enfoui. Mais lorsqu'on reçoit un masque funéraire péruvien comme ça, et on vous dit, ben voilà, il faut travailler sur cet objet, quels sont les premiers gestes, les premières réflexions qu'on pose avant d'entamer ce travail? Dans un premier temps, c'est documenter l'état dans lequel l'objet nous est confié. Donc c'est une phase de photographie déjà, de pouvoir garder des témoins visuels de ce à quoi ressemble l'objet, quelles sont les technologies, comment il a été façonné, et ensuite définition des objectifs en fonction de l'état qu'on a envie d'obtenir après coup. Et du coup, ça c'est vraiment des choses qui sont discutées avec les professionnels du musée et puis savoir quels sont les objectifs qu'ils aimeraient atteindre. Mais concrètement, vous allez travailler comment sur ce masque, avec quels instruments? Dans un premier temps, une fois qu'on a défini qu'on voulait retrouver donc, la surface argentée comme on le voit derrière, c'est un nettoyage mécanique, donc avec des pinceaux, une aspiration pour retirer les sédiments et puis enlever tout ce qui pourrait être solubilisé par des produits chimiques par la suite. Il a été sélectionné différents produits. Premièrement, pour retirer les produits de corrosion du cuivre, donc ces produits verdâtres qui étaient à la surface. On a utilisé un complexant qui s'appelle le DTA et puis qui a été appliqué en gel parce qu'on désirait traiter seulement la face et non le revers de l'objet pour garder un témoin de la surface de la provenance archéologique. En tout cas, les objectifs qu'on s'était définis ont été atteints et on a pu vraiment recouvrir une meilleure lisibilité de l'objet, ce qu'on désirait aussi. Et puis ça nous a permis aussi d'avoir des nouvelles informations sur l'objet quant aux technologies et aux traces de fabrication qu'on ne voyait pas auparavant. Donc oui, on est content et je suis contente aussi. Voilà, et l'objet est exposé en vitrine. Ici, il y a une exposition qui lui est consacrée encore tout l'été au musée d'art et d'histoire de Lanneville. Merci. Laura, vous avez écouté Laura avec attention. Régis, parce que vous êtes responsable de filière en conservation-restauration depuis quinzaine d'années, une ancienne étudiante qui est aujourd'hui professionnelle, qui raconte comment elle a travaillé sous vos ordres, quelque part. Ça rend un peu fier? Oui, non, ce qui rend fier, c'est à la fois le travail réalisé, et puis c'est surtout aussi l'intégration professionnelle
Laura, et comme ses collègues de promotion, ont pu trouver un emploi assez vite dans des institutions patrimoniales qui sont très intéressantes. Ça, c'est une fierté que je partage avec mes collègues enseignants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en conservation-restauration, en tout cas à la Haute École Arc, il y a deux grands domaines de formation, de grandes orientations, Exact. mais tout tourne autour de l'objet. Oui, c'est ça. On a cette spécialisation objet archéologique et ethnographique, et puis cette autre orientation objet scientifique, technique et horloger. Tout ce qui est objet se traite à Neuchâtel, en quelque sorte, au niveau de la formation. Si on regarde l'évolution de ce métier, quelles sont les perspectives? Sur quoi est-ce qu'il faudra inévitablement travailler dans le futur par rapport à ce patrimoine? C'est un métier qui évolue aussi comme tous les autres métiers. Et donc, il y a une complexité qui se crée au fil des ans. Par exemple, il y a 80 ans, disons, on ne s'intéressait pas trop au patrimoine des objets en plastique. Aujourd'hui, des objets en plastique dans le patrimoine, il y en a énormément. Œuvres d'art, accessoires de costume, objets techniques, de design, énormément. Quand on veut garder un objet pour quelques centaines d'années, c'est un nouveau défi. Donc il y a cette complexité en quelque sorte du métier qui a grossi ces dernières années, je dirais. Il y a d'autres évolutions du métier qu'on attend, qui ont déjà démarré. Le fait qu'on s'intéresse de plus en plus au patrimoine, mais à travers le patrimoine, c'est surtout l'histoire, les arts qui sont vraiment la source d'intérêt, fait qu'il y a de plus en plus d'expositions, par exemple. Donc de plus en plus d'objets patrimoniaux voyagent, et chaque fois qu'ils voyagent, il y a énormément de risques associés. Alors, il y a une évolution du métier qui est qu'on va essayer d'anticiper. On a le projet de créer une nouvelle orientation au sein de la formation à Neuchâtel, qui serait la conservation préventive et la régie des collections, c'est-à-dire prendre en charge tout ce qui est du domaine du stockage, des manipulations, du transport. Mais quand on parle de transport, on parle aussi de tout cet aspect, je dirais, qu'on pourrait qualifier d'administratif, passage en douane, assurance, etc. Et on va accompagner ce développement en créant une nouvelle orientation. Très bien. Merci Régis, merci Laura. Vous avez évoqué Sandrine Girardier, qui est la conservatrice de ce musée. Eh bien, je vous propose de la retrouver dans notre rubrique Vue d'ailleurs. Toujours dans cette magnifique salle des canons du musée d'art et d'histoire de la Neuville, cette fois en compagnie de Sandrine Girardier, conservatrice de ce musée, Le Masque. Il est là depuis 11 jours, puisqu'officiellement il y a eu l'inauguration de l'expo. Il y avait du monde dans cette salle. Il y avait foule, on avait passé 100 personnes dans cette belle salle et effectivement ça a été un événement très marquant pour le musée, mais aussi pour les autorités péruviennes qui étaient représentées ici. Et finalement, voilà, c'est le début d'une aventure qui va prochainement se terminer, puisque un certain nombre des objets qui sont exposés ici, dont le masque bien entendu, seront restitués aux autorités péruviennes. Quel regard vous portez sur les jeunes qui sont en formation à la Haute École Arc, Conservation-Restauration, et sur les professeurs qui les forment? Comment vous jugez cette formation? C'est clair que pour une institution de cette taille, donc avec quand même des collections d'une certaine importance, mais avec des ressources humaines somme toute limitées, le fait de pouvoir mettre en place des collaborations avec une école de cette renommée, avec des professeurs qui ont un réseau important et qui ont des élèves qui s'impliquent très fortement dans leurs études, c'est une énorme chance de pouvoir compter sur leur travail, sur leur regard, sur l'expertise aussi des professeurs. C'est clair que l'exemple de la restauration du masque est particulièrement marquant pour nous. On n'aurait jamais eu la possibilité finalement de nous pouvoir le faire d'un point de vue financier aussi bien entendu, mais aussi d'un point de vue des compétences techniques. Dites-nous un petit peu quelques mots à la fois sur cette expo qui reste et puis sur ce qu'il y a d'autre dans ce musée en ce moment. Alors la salle des canons, elle n'est pas particulièrement originale par rapport au nom qu'elle porte, mais au moins c'est clair. Hein. On a ici un certain nombre de canons qui sont issus du butin que le contingent neuvevillois a arraché aux troupes de Charles le Téméraire lors de la bataille de Morin en 1476. Donc c'est vraiment le highlight en termes de collection. Mais c'est vrai qu'on essaye de renouveler certaines présentations, notamment avec une exposition un petit peu drôle, curieuse, colorée aussi,
qui met en évidence certaines petites annonces qui ont paru dans les journaux locaux fin 19e siècle, début 20e siècle. Et là, on a une exposition qui s'appelle La Vigne en grand, et elle met en évidence et en valeur les collections photographiques et archivistiques qui ont trait à la vigne. Donc c'est une activité qui était très importante jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. Elle demeure bien entendu importante, et puis ça permet en fait de se plonger dans ce monde de la vigne, du soin de cette plante, de la récolte, de la fête du vin à la Neuville. C'est quand même quelque chose, hein, en photographie ancienne et en grand format. Ça fait 8 ans que vous êtes conservatrice de ce musée. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au musée de la Neuville? Alors, en ce qui me concerne, et c'est peut-être un petit peu égoïste, mais de continuer d'avoir énormément de plaisir à développer différents projets en termes d'exposition, en termes de médiation culturelle, en termes de collaboration aussi plus générale, typiquement avec la HEARC, qui sait, en tout cas, il y en a d'autres qui sont en cours et c'est extrêmement réjouissant, et que pour le public, ce soit aussi du plaisir de venir découvrir d'autres thématiques, d'autres expositions et d'autres manifestations qu'on y organise au fil de l'année. Dans la salle Victor Gross du musée d'art et d'histoire de la Neuville, en compagnie d'Antonin Père. Bonjour Antonin. Antonin, vous êtes étudiant master, première année, objets archéologiques et ethnographiques. Pourquoi ce choix du bachelor à la haute école? C'est pas votre toute première formation? Non, en effet. Initialement, je m'étais orienté plus sur des études d'ingénierie et plus dans la physique-chimie. Finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu et j'ai basculé sur un bachelor d'histoire de l'art et d'archéologie. Tout ça pour regrouper les deux formations initiales dans la conservation-restauration et en particulier la conservation préventive et la restauration d'objets archéologiques. L'orientation que je souhaite prendre et dans laquelle j'aimerais me spécialiser, c'est les objets dits subaquatiques. Donc ça prend en compte tout ce qui est fluvial et lacustre et surtout sous-marin. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'il y a des problématiques très spécifiques de dégradation qui peuvent être le taux de sel dans l'océan ou la mer, ou alors le fait que ce baigne dans l'eau ou dans des strates de sédimentation qui font que les objets organiques vont se dégrader au niveau presque structurel. Alors on se trouve dans la salle Victor Gross, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a une pirogue qui donc a été sortie de l'eau. Expliquez-nous en 2 mots, qu'est-ce qu'on va faire avec un tel objet? Comment on va s'en occuper? On peut commencer par qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien. Par exemple, comme je disais, c'est des matériaux organiques et en particulier le bois, qui est un bois très particulier qu'on appelle bois gorgé d'eau. C'est-à-dire qu'au niveau cellulaire, les structures vont se désagréger et l'eau va jouer le rôle structurel de maintenir l'objet dans sa forme initiale. Donc si on le sèche comme ça, les cellules vont s'effondrer à partir du moment où l'eau va s'évacuer en séchant. Et l'idée ici, c'est de remplacer l'eau qui est devenue structurelle par une résine, un polymère, qui permettra ensuite de sécher l'objet et garder la forme actuelle. C'est pour ça qu'on a une teinte peut-être un peu plus sombre, un petit peu plus brillante, c'est qu'on a intégré une matière pour consolider la structure cellulaire du bois afin de garder la forme originelle. Mon tout premier stage en conservation-restauration a eu lieu dans un laboratoire de traitement d'objets archéologiques où il y avait une spécialité objets sous-marins. Et ça m'a tout de suite intéressé parce que c'est un domaine qui lie très fortement les deux domaines qui m'intéressent le plus, donc les sciences et l'histoire de l'art. Pour tout ce qui est bois, on a le changement, l'intégration d'un polymère de consolidation, mais pour tout ce qui est métal, il y a des problématiques qui sont liées au sel. Il y a besoin de désaliniser ces objets et on a recours à des méthodes électrochimiques. Et c'est ces méthodes qui m'intéressent le plus. En parallèle de ça, je me suis mis à plonger. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça et je souhaite, si c'est possible, un jour pouvoir participer à des fouilles, suivre les objets de la découverte jusqu'au musée, par toutes les étapes, l'étude archéologique, le traitement, conservation, restauration et la valorisation pour le public. Ça fait plusieurs années qu'on organise la poster session. Le principe, il est très simple. Ce sont les étudiants en 3e année plein temps qui réalisent leur travail de bachelor et présentent leur travail de bachelor aux étudiants de 2e année plein temps, aux étudiants de 3e année temps partiel, qui seront les futurs diplômés. J'ai commencé un travail de bachelor sur l'application Arcultura. C'est une application qui est développée par la HEARC. Actuellement, l'application elle est développée pour les musées. L'idée du travail de bachelor, ça va être de la simplifier pour qu'elle soit utilisable par des gens qui n'ont pas une formation en muséologie, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des objets culturels importants.
Je m'appelle Olivier Moutet, je suis en informatique de gestion et mon travail de bachelor porte sur les systèmes d'information intégrés dans les petites entreprises. Il y a un an, je participais à la poster session. Ça me semblait super lointain et complètement abstrait. J'arrivais pas vraiment à me rendre compte de ce que ça représentait le travail de bachelor. Ça leur permet de présenter leur sujet, de faire une synthèse, de prendre du recul sur leur thématique. Ça permet aux étudiants futurs diplômants de poser un certain nombre de questions sur le fonctionnement des travaux de bachelor, les difficultés, comment ça se passe. Ça permet aussi aux corps enseignants, c'est-à-dire les professeurs, les collaborateurs scientifiques, de discuter avec les étudiants dans un cadre aussi plus sympathique, convivial que dans une salle de classe. Il y a plein de sujets différents, donc ça je pense que c'est assez bien dans le sens où ça nous permet de voir que si on est plus du côté technique, on pourra se diriger vers quelque chose qu'on aime, et si on préfère du coup la littérature, tout ça, on pourra aussi trouver quelque chose dans le travail de bachelor qui nous correspond. Moi j'ai commencé, j'avais pratiquement aucune notion d'informatique. Puis maintenant de réussir à venir défendre ça devant des gens, c'est assez gratifiant. La relation elle évolue énormément entre les enseignants et les élèves. Et dans un travail de bachelor, cette relation, elle s'estompe et on peut être vraiment acteur de la formation et de la façon dont on va travailler. Un conseil que je pouvais donner aux personnes qui vont commencer leur travail de bachelor, ce serait d'essayer d'éclaircir au plus vite le thème exact du travail. Parce que 3 mois, c'est ultra court. Puis du coup, si on doit passer 1 mois à comprendre ce dont on va parler, ça fait une bonne partie de perdu. Le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'être acteur de la façon dont va se dérouler son travail de bachelor et de ne pas hésiter à venir avec des demandes, notamment sur la question de l'organisation, de demander si on est quelqu'un de peu organisé, à avoir régulièrement des rendus, des rendez-vous avec son enseignant. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en 20 ans. Je te dirais, les 15 premières années sont passées très très vite. C'est celle où moi j'étais en charge de la filière. Alors là, c'est 15 années qui sont passées comme 15 jours. Le déménagement, c'était quand même quelque chose de conséquent, surtout pour une bibliothèque, hein, parce que déménager 18 000 documents, c'est quand même pas rien. Quand on a déménagé, on avait prévu une bibliothèque aussi sur le site de Saint-Imier. Et on arrive avec nos cartons à Saint-Imier et on s'aperçoit qu'on nous a oubliés. On n'avait pas de local. Heureusement, il y avait aussi un local qui était prévu pour faire un accueil, qui lui n'avait pas de personnel. Et puis, ce qui est drôle, c'est que ce local, il est entièrement vitré du côté de l'entrée du bâtiment, puisque c'était pour faire un accueil. Et donc aujourd'hui, je travaille devant une paroi vitrée et tous les gens qui passent le matin, le soir, me voient. J'ai l'impression d'être un poisson dans un aquarium. L'opportunité qui m'a été donnée à un âge très jeune, finalement j'avais 33 ans, de prendre cette responsabilité. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais on était tous naïfs. Les structures politiques étaient en train de se mettre en place. Les HES étaient en train de se mettre en place. Donc, tout était nouveau. Parce qu'au début, on voulait me nommer à la direction de la section conservation-restauration. Et moi, j'ai dit « niet ». Et j'ai été entendue et du coup, on a mis en place les outils qui faisaient qu'on allait m'aider sans me donner trop de charges que je ne pouvais pas assumer. Mais j'ai vécu que des moments dingues. Tu n'as jamais enseigné de ta vie, tu n'as jamais coordonné quoi que ce soit à ce niveau-là. Les étudiants arrivent 15 jours après. Donc, je suis arrivée à minuit, un 1er octobre. J'ai été accueillie par le directeur, visite des locaux. Il me dit « Bon, dans 3 heures, on part à la pose de la première pierre du Latanium. Je vais pouvoir vous le présenter. » Oui, bien sûr. Et là, je me retrouve avec les politiques, les scientifiques, tout le monde. Je connais personne, je ne sais pas qui est qui, comment ça fonctionne. Et tout le monde est là. « Ah, mais madame, on vous attendait tellement. Voilà, la formation va pouvoir commencer, etc. » Et là, je me souviens très bien que je suis rentrée chez moi le soir et j'ai fait « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a quand même une chose qui est assez sympa dans la bibliothèque, c'est la vitrine. Quand on a déménagé, on a négocié avec les architectes pour intégrer quand même une vitrine dans la bibliothèque, alors qu'on parlait quand même que le papier allait disparaître, qu'on allait vers le numérique, etc. On a pu mettre dans cette vitrine tous nos trésors, qui sont des vieux livres, mais vraiment vieux. C'est des anciennes encyclopédies, c'est des livres d'horlogerie, c'est des livres de physique. Et donc, on était assez fiers d'avoir pu garder cette vitrine, qui évidemment aujourd'hui est toujours là. Les étudiants de conservation-restauration viennent tester l'hygrométrie à l'intérieur de cette vitrine
et vérifier que la qualité de l'air est bonne pour conserver ces magnifiques vieux livres. C'est un cadre de travail. J'ai rencontré des gens mais que j'aurais jamais imaginé, enfin vraiment, à tous les niveaux. Si vous voulez faire des photos des étudiants qui dorment dans les poufs et des choses comme ça, vous pouvez aussi. Parce qu'on a des poufs à la bibliothèque et puis c'est un facteur d'attrémage. On a des canapés aussi, mais on a aussi beaucoup d'étudiants. Donc à certaines heures de la journée, tout est exploité. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la conservation-restauration ici au Musée d'art et d'histoire de la Neuville. Achoir Kontour fait une pause tout l'été. On se retrouve en septembre pour une spéciale rentrée. D'ici là, bonnes vacances.